C'est l'INSEE qui nous le dit, un peu moins de déficit public que prévu, 2,5% sur 2018. Moins de dépenses publiques rapportées au PIB bien sûr, une pression fiscale qui reflue, une dette qui se stabilise. On se félicite évidemment de ces bonnes nouvelles budgétaires, mais il y a un mais parce que le plus dur reste manifestement à venir, Raphaël. Bonjour David. Bonjour Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Alors, cette performance budgétaire qui est meilleure que prévu, il n'y a pas de discussion là-dessus. Là, c'est l'INSEE qui nous le dit. Ces points positifs, il faut quand même les mettre en avant au crédit du gouvernement. On peut tout à fait les mettre en avant sur 3 points, vous les avez cités. On attendait 2,7% de déficit cette année, c'est finalement 2,5%. La dette a été stabilisée à 98,4 points. Doit-on s'en féliciter? Je ne suis pas sûr. Mais par contre, ce qu'il faut souligner, c'est à la fois la baisse de la dépense publique rapportée à la création de richesses nationale. Elle baisse de 0,6 points de PIB, c'est plutôt bien. Ça veut dire que la dépense a été à peu près maîtrisée. Et puis la baisse des prélèvements obligatoires aussi, plus légère, moins 0,2 points. Mais enfin, ça va plutôt donc, bon point dans le bon sens. On arrive donc à réduire le déficit pour Gérald Darmanin, les impôts ministre des Comptes publics et les dépenses. Alors, qui après... Non mais attendez, je trouve ils ont la dent dure là, l'opinion, parce que moi je vous aime bien, mais les dépenses publiques... Exigeant, David, exigeant. Non mais vous avez raison, mais on nous dit que la dépense publique, elle a cru moins vite que la croissance et que l'inflation, d'où, par rapport à la trajectoire du PIB, ça baisse. Je crois que c'est Joël Giraud, le rapporteur du budget, qui nous dit mais les dépenses sont plus que tenues, réduction des dépenses publiques au global, en volume, hors inflation, je ne sais pas si tout le monde comprend, ça a baissé de 0,2%. Donc ça a baissé dans l'absolu ou pas? Pour être sûr que j'ai compris, parce que si c'est le cas, bravo quand même, non? C'est une belle... Alors non, la croissance augmente, si vous voulez, les dépenses augmentent, quoi qu'il en soit, et j'ai envie de dire, c'est presque normal dans la mesure où la population vieillit, c'est notamment nos dépenses de santé qui augmentent. Mais elles ont augmenté moins vite que l'inflation. Elles ne baissent si vous pas, elles augmentent moins vite. Alors absolument, bien évidemment, la population augmente et elle vieillit, donc les dépenses augmentent, mais elles augmentent moins vite que l'inflation. Et beaucoup moins vite que dans le passé aussi, et c'est là... Pour résumer, entre 2000 et 2010, on avait une augmentation moyenne de 2% de la dépense publique chaque année, ce qui était important. De 2010 à 2015, on a ramené cette évolution à 1%, ça a été divisé par 2. Et aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 0,5 points. Donc la dépense, l'évolution, l'augmentation de la dépense est plutôt maîtrisée. Aujourd'hui, il n'empêche que on a l'habitude de dire, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me rassure. La France, c'est un peu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on part de tellement loin que quand on se regarde, on a l'impression d'être formidable, mais quand on se compare à nos voisins européens, eh ben, il y a franchement de quoi se désoler. On est... faut pas se gargariser, il a raison, il ne faut pas se gargariser d'être à 2,5% de déficit public, même si 2 LD consécutifs sous 3%, ça fait peut-être 10 ans qu'on n'a pas vu ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'avait pas vu ça. En général, quand on voit ça, en général, il y a relâchement derrière. Mais nos petits copains en Europe, la moyenne européenne, vous l'avez bien écrit, on est en dessous de 1%. On est sous 1%, on est à 0,8% de déficit en moyenne cette année au niveau de l'Europe. La dette moyenne de la zone euro, on est aux alentours de 85%. Nous, on tutoie les 100% depuis 2 ans maintenant. Donc, on part de très loin et on a encore un très grand chemin à faire pour rejoindre la moyenne de nos voisins européens. On avait fait le calcul à l'opinion en milliards d'euros parce que tous ces points de PIB ne parlent pas beaucoup aux gens. La France dépense 218 milliards d'euros de plus que la dépense moyenne des pays européens. 218 milliards d'euros de plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour des services publics derrière, qui ne sont pas au mieux, on peut parler de l'hôpital, on peut parler de la police, de la justice, de l'éducation nationale. Bon voilà, on dépense beaucoup d'argent pour des résultats qui nous laissent dans le milieu du tableau au niveau des classements internationaux. Mais on donc il y a jamais, encore énormément d'efforts à faire. Mais on n'a quand même jamais sur l'efficacité de la dépense publique. On l'a jamais aussi bien tenu puisque on est effectivement au niveau, si on reprend les 20 dernières années, on est à une progression largement limitée, mais parce qu'avant on a énormément augmenté cette dépense déjà. Donc on dispose, l'État a plus de 1000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires chaque année
à sa main, on pourrait très certainement faire beaucoup mieux avec un peu moins. La Cour des comptes n'arrête pas de le répéter. Pour vous, le plus dur reste à venir, vous l'avez écrit. On voit d'ailleurs Gérald Darmanin, Bruno Le Maire qui sont vantés, alors j'aime bien l'expression de la crédibilité de la stratégie du gouvernement pour améliorer les comptes publics. Bon, on tourne un peu autour du pot, mais le plus dur reste devant pour Macron, enfin pour le président Macron. C'est ça tout le paradoxe, c'est que autant les 2 premières années du quinquennat ont été plutôt tranquilles, portées par une croissance assez soutenue, très soutenue en 2017. On était à 2,3%, très largement au-dessus de la croissance potentielle du pays. L'année dernière, ça allait encore, mais la croissance ralentit en France. Et quand la croissance ralentit, tout se complique. Et c'est d'autant plus compliqué pour Bercy cette année qu'il va falloir transformer, souvenez-vous, le CICE en baisse de charges. C'est 20 milliards d'euros de coûts pour les caisses de l'État. En une fois. Pour l'année, c'est-à-dire qu'elle ne se répétera pas en 2020, mais il faut quand même digérer ce gros morceau auquel Emmanuel Macron a rajouté plus de 10 milliards d'euros de dépenses nouvelles en fin décembre pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Sur les 11 milliards, on les évalue à 11 milliards, vous avez 9 milliards d'euros qui ne sont pas financés. Il va donc falloir trouver soit des économies, soit des recettes fiscales, on en a avec la taxe GAFA par exemple, ou le ralentissement de la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes. On est sur 400 millions d'euros sur 11 milliards, ça laisse un petit peu de marge encore à dégager mais à vous écouter, cette année. À vous écouter, Raphaël, l'équation budgétaire pour 2019 semble insoluble, enfin compliquée en tout cas, mais on va repartir à la hausse et on va très probablement dépasser les 3%. Oui, mais comme on part de 2,5% de déficit sur 2018, on devrait, et c'est ce que les Échos sortent ce matin, le gouvernement devrait annoncer une révision, encore une fois, de sa prévision de déficit public sur 2019 qui serait a priori à peine aux alentours des 3%, aux alentours de 3-1%. C'est pas cataclysmique, quoi. C'est pas... On attend de voir. Alors, on aura une première prévision mi-avril, au moment de ce qui s'appelle le programme de stabilité. La France va envoyer à Bruxelles un petit peu son programme et de réforme et budgétaire pour les 4 années à venir. On ne sait pas, pour l'instant, ce qui va sortir du grand débat national. Ça, c'est un élément important aussi. Emmanuel Macron ne pourra pas faire l'économie de mesures à partir de la mi-avril, c'est-à-dire qu'on va envoyer un document quasiment caduc à Bruxelles, dans la mesure où on sait que des annonces doivent intervenir de la mi-avril jusqu'à l'été pour répondre à cette fameuse crise des Gilets jaunes. Combien tout ça coûtera, on n'en sait rien. Par ailleurs, un autre saut de haie pour le gouvernement, c'est que si jusqu'à présent, le déficit public, qui je le rappelle est composé du déficit de l'État, mais aussi de la sécurité sociale et des collectivités locales, s'il s'est réduit, c'est principalement du fait des collectivités locales, et là Emmanuel Macron peut dire merci aux maires, et des acteurs de la santé au sein de la Sécu. C'est pas l'État central qui a montré l'exemple ? C'est pas l'État, bien au contraire. Si vous prenez dans le détail le montant des déficits, le montant du déficit de l'État, lui, augmente entre 2017 et 2018. Il était de 66 milliards, il est quasiment de 70 milliards d'euros maintenant. Il s'est creusé de près de 4 milliards d'euros, le déficit de l'État, en 2018. Et c'est bien ce gros morceau qu'il va falloir traiter maintenant. Alors, différents projets sont sur la table pour y arriver. Notamment aujourd'hui. Aujourd'hui, Olivier Dussopt et Gérald Darmanin ont présenté un projet de loi sur la fonction publique qui doit permettre de fluidifier un peu les ressources humaines et d'aider à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. C'est un objectif qui est toujours maintenu par le gouvernement. Sera-t-il tenu ? Ça, c'est une autre question. On n'en prend pas le chemin. Les premiers chiffres, en tout cas. Le gros de l'effort en dépenses est prévu sur 2020, 2021 et 2022 par Emmanuel Macron. C'est comme ça depuis le début de son quinquennat. Il a toujours dit que les efforts se feraient en fin de mandat, ce qui peut poser question car on a rarement vu un président de la République serrer la vis des dépenses juste avant les échéances électorales. Vous avez le projet de loi fonction publique qui doit ramener des économies. Vous avez la réforme de l'assurance chômage qui doit dégager 1 milliard d'économies également. Vous avez à plus long terme la réforme des retraites qui sera importante. Voilà. Donc, on a quand même quelques projets importants cette année sur la table des discussions qui devront aboutir. Mais dans l'autre sens, il y a aussi des aléas sur la taxe carbone. On ne sait pas si elle sera remise en place ou pas en 2020. Absolument. C'est 3 ou 4 milliards d'euros de mémoire, je ne sais plus, de recettes par an. Il y a la taxe d'habitation aussi. D'ici 2021, c'est plus de 10 milliards d'euros la taxe carbone. Donc, si on ne la remet pas, il va falloir trouver 10 milliards d'euros d'ici
effectivement à la fin du quinquennat. Vous avez la suppression totale de la taxe d'habitation qui n'est toujours pas financée. 7 milliards d'euros. Les 20% les plus aisés, ça représente 6 à 7 milliards d'euros à trouver. L'équation budgétaire, elle est compliquée. Donc c'est loin d'être gagné et ça reste très compliqué pour Bercy. Avec un objectif, on le rappelle, on finit là-dessus, de réduction de la dépense publique rapportée au PIB de 3 points de PIB. Bon courage. On en reparlera d'ici là. Allez, merci beaucoup donc. Point de vue éclairage signé Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci. Bye.